Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Chef d'entreprise, le format du vendredi où l'on explore la face business de la gastronomie. Alors aujourd'hui, on fait un pas de côté. On parle pas de restaurant, mais on reste dans la food, dans un territoire voisin de plus en plus stratégique. Car les boulangeries et pâtisseries ne sont plus seulement des lieux de passage, mais deviennent des lieux de vie et de restauration aussi. Et oui, mon invité s'appelle David Batty. Pendant 20 ans, il a été journaliste. Il a écrit, observé, raconté les autres. Et puis un jour, à 48 ans, il a décidé de passer de l'autre côté, du côté de celles et ceux qui font. Il m'a donné rendez-vous à Montrouge, à la boulangerie méditerranéenne qu'il a ouvert fin 2022. Une boulangerie pensée à partir du pain, du vrai, celui qu'on voit d'ailleurs dès l'entrée, celui qu'on a envie de partager, mais aussi à partir d'une idée plus large, remettre la boulangerie au cœur du village, en faire un espace habité, accueillant, vivant. Dans cet échange, on parle de reconversion bien sûr, mais surtout de ce qui précède. Le rapport à la table dès l'enfance, l'obsession du goût, le refus des cadres trop étroits, la difficulté à se projeter dans l'entreprise aussi, avant d'en créer une finalement à son image. On parle aussi très concrètement de business, de formation, de CAP, de business plan, de chiffres, de ce qu'on anticipe et de ce qu'on ne maîtrise pas toujours, et de la lucidité nécessaire en tout cas quand on transforme une intuition en entreprise. Je m'appelle David Ordonneau, je produis ce podcast. D'ailleurs, abonnez-vous sur votre plateforme, mettez-nous une note, c'est vraiment hyper important pour nous permettre de continuer ce travail de mise en valeur. On est vendredi, vous écoutez donc Chef d'entreprise, et voici l'histoire d'un homme qui a longtemps raconté le goût des autres avant de décider un jour de fabriquer le sien, de le partager, et avec talent, je peux vous l'assurer. Voici l'histoire de David Batty. Si on doit parler peut-être de l'actualité, de l'endroit où on se trouve, on est juste au-dessus de la boulangerie, du centre névralgique de toute cette histoire quasiment. Comment on présente l'activité, de quoi on parle, de quel genre d'entreprise on parle et comment on la décrit aujourd'hui. Après, on va rentrer dans l'histoire. On parle d'un garçon qui a voulu changer de vie et qui a eu envie de retourner à ses premiers amours qui étaient ceux de la bonne chair, de la food, de la gastronomie, de la bonne nourriture, et qui a décidé à 48 ans de plonger dans ce qu'il aimait vraiment, de changer de vie. Bon, c'est quand même assez à la mode, la reconversion. Ouais, ça reste pas moins vertigineux, mais oui. Voilà. En tout cas, ça arrive. Avec beaucoup, je pense, de naïveté et d'inconscience. Hein. C'est ce qui fait que ça marche le mieux, parce que sinon... C'est nécessaire, sinon si tu vas pas. Ouais, voilà. Si t'écoutes même ton entourage proche, parfois, tu courage fuyant. Et donc là, aujourd'hui, on est dans l'appartement qu'on occupe au-dessus de la boulangerie qu'on a ouvert en novembre 2022 à Montrouge, sur la place de la mairie. Donc c'est un environnement vraiment chouette, parce que on se trouve... Moi, je connaissais pas Montrouge avant, mais on se trouve sur une très belle place avec une mairie 19e, genre Château Moulinsart, avec des pelouses. Et nous, en fait, on a une boulangerie qui fait l'angle face à ça. Une jolie boulangerie avec une quinzaine de places à l'intérieur et une très belle terrasse très méditerranéenne qui donne sur l'extérieur. Il manque plus que le sable et la mer pour s'y croire, quoi. C'est pas mal. Voilà. Non, mais c'est vrai que ça envoie une idée de l'ailleurs. Qu'est-ce qu'on trouve? Est-ce qu'il y a un positionnement? Comment on présente l'offre quand on a une boulangerie? Parce que typiquement, on a une représentation, tous, et surtout en France, des produits qu'on trouve, de l'imagerie, de la tonalité de ce genre de lieu. Comment on présente celle-ci? Celle-ci, on la présente en essayant d'expliquer que c'est pas un concept, parce que j'aime pas trop ce terme de concept. Je trouve que parfois c'est un peu... C'est ce que disent tous les gens qui ont des concepts. Hein. Vide de sens. Ouais, non, mais justement, je trouve... Attention. Qu'il faut... Non, mais c'en est un forcément, mais sans en être un, parce qu'en fait, on part de la boulangerie. Donc la boulangerie, c'est pas vraiment un concept, c'est une réalité qui existe depuis traditionnelle, française, mais que moi, en fait, je trouvais... quand même assez figé, assez pas porté vers l'avenir en tout cas. Et c'est vrai que comme j'ai été journaliste pendant 20 ans, spécialisé dans la gastronomie, donc j'ai rencontré plein de gens, des acteurs du milieu, mais de toute cette univers de gastronomie, donc boulangerie, pâtisserie, restauration. Et en fait, je trouvais que c'était le dernier bastion qui n'avait pas bougé. Ah ben là, on va se régaler parce que c'est une révolution aujourd'hui. Il y a une révolution à faire, en tout cas. Oui, il y a une révolution à faire sans se prendre la tête non plus. Sans dire qu'on invente des choses, quoi. Moi, j'aime bien dire peut-être on revisite ou on réenchante.
en fait, cet univers plutôt que révolutionner, parce que révolutionner, c'est peut-être un petit peu... Ouais. Parfois, ça pourrait être un peu présomptueux. Ouais, la boulangerie était un peu figée. On aurait dit qu'elle bougeait plus. En fait, un petit peu amidonnée, quoi. Voilà, c'est ça. Mais tout, hein, quand tu dis ça, tout. Le visuel, ouais, c'est ça. les produits, la proposition, l'odeur. Oui, voilà, l'odeur. On a tout le truc d'une boulangerie, on le voit très bien. Pling, pling. Voilà, et donc, en fait, assez ennuyeux. Et au final, pour un pays où on a la tradition du pain, je trouve quand même beaucoup de lieux qui sont pas très qualitatifs. Mais les gens, les Français, ils ont une passion pour le pain. Donc, ils mangent, et parfois même du mauvais pain. Donc, en fait, ils vont en général au plus proche. Parfois, ils font des crochets quand il y a mieux ailleurs. Mais enfin, ils vont au plus proche. Donc, même des boulangeries lambda, finalement, ça marche. Ouais. Donc, nous, pour revenir à un peu ce qu'on a voulu imaginer, c'était de reprendre... En fait, moi, j'avais vraiment c'est parti du pain, cette espèce d'obsession du pain, voilà, de la croûte épaisse, de la mie alvéolée, de l'acidité. Bien cuit, on est d'accord ou pas? Super bien cuit, merci. Mais même presque cramé. Mais my God. Mais moi, je ne comprends pas ce truc. Bien blanche. Mais non, vous allez pas prendre ça. Bah, c'est vrai qu'on a un vrai travail d'éducation par rapport à ça, mais sans présomption, hein, mais vraiment, on essaie de dire aux gens, mais essayez quand c'est bien cuit, c'est une merveille. Enfin, ça change tout. Donc, effectivement, la tradition hyper bien cuite avec une mie finalement assez légère, pas genre la mie intense, bah, c'est autre chose, quoi. C'est-à-dire que, et moi, je suis parti même pas de cette tradition-là, mais plutôt du pain, mais de ce fantasme du pain, on va dire, un peu pain de campagne, qui aurait cuit au feu de bois, gros pain, qu'on va partager. Et en fait, c'était ça mon obsession. C'est ce qu'on voit d'ailleurs. C'est ce qu'on voit. Et c'est ce que je te raconte de mon expérience qui a 10 minutes. Quand on arrive devant, on voit ces gros pains qui nous appellent, hein, clairement depuis la vitrine. C'est l'étendard qu'on voit dès qu'on arrive. C'est ça. Et en fait, ce qui s'est passé, donc moi je suis parti vraiment de ce gros pain-là, mais c'est presque un fantasme hein, de pain. Ouais. Après on a décliné et j'ai essayé de me dire il faut que je trouve le pain un peu de mes rêves, quoi. Alors je sais où le trouver à Paris, ou je savais où le trouver avant quand j'étais pas dans la boulangerie. Donc j'ai fait pas mal de tours pour voir un peu ce qui était chouette. Mais la deuxième chose par rapport à ce que tu disais sur le visuel, et ça c'est un truc que j'ai fait un peu instinctivement au début, mais je pense qu'il nous a permis de nous lancer vraiment, c'est que si tu repenses à la boulangerie en France, le pain il est toujours derrière le comptoir, c'est vrai. Jamais devant. Et en fait moi quand j'ai donc en fait il est là mais tu le vois pas, comme si bon. On sait que oui, il est là, mais vous savez qu'il est là, mais oui, c'est le fond du décor. C'est partie du décor. On l'oublie. Alors que c'est quand même une boulangerie, c'est quand même un peu dingue. Et donc moi, je me suis dit, ce que je veux, c'est qu'il soit mis en avant. Où est-ce que tu peux le mettre en avant? C'est vraiment sur le comptoir, mais vraiment à l'entrée. Donc et encore là aujourd'hui, il est passé un peu sur le côté parce que comme on a étalé la gamme, mais au début, il était vraiment devant. C'est-à-dire qu'il sautait un peu à la gueule des gens. Et les gens, ils voyaient ce pain coupé avec ses croûtes, cette mie. Ben, c'est vrai que tout de suite, ils ont flashé. Et c'est vrai que je me suis posé la question au début sur parce que c'est un peu toute la question dans les néo-boulangeries du moment. Tradition ou pas tradition? C'est-à-dire baguette ou pas baguette? Alors, baguette blanche, non, parce que, voilà, c'est un produit qui est pas très intéressant. Tradition, on va dire que il y a une école en ce moment de gens qui disent non, surtout pas la tradition, c'est presque devenu un truc tabou. Pour quelle raison? Parce que c'est quand même beaucoup plus noble de faire du gros pain, voilà. Mais parfois, je trouve qu'il y a un snobisme à l'envers. Oui. Donc moi, je me suis dit... Un recours à la rusticité comme si c'était le fin de l'élégance. Le fin de l'élégance. Et en fait, il y a aussi une réalité, c'est que les gens, ils veulent aussi de temps en temps une bonne tradition. Et pourquoi pas, nous, tous nos pains sont au levain et même la tradition. Donc en fait, on s'est dit, on va faire une tradition. Et en fait, je me suis rendu compte à rebours que économiquement, c'était le bon choix. En fait, j'en fais très peu, j'en fais 80 par jour, hein, donc c'est vraiment rien. Mais les gens sont rassurés. C'est-à-dire qu'ils la voient ou pas trop, parce qu'en fait, c'est pas que je la planque, mais je la mets, elle, en arrière. Les inconditionnels longs. Mais ils savent qu'elle est là. Ce qui fait que si un jour quelqu'un a envie d'une tradition, si toi t'en vends pas, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller ailleurs. Alors que s'il sait que t'en as une, il vient là. Mais comme je sais qu'il prendra pas qu'une tradition, tu vois, le compte est fait, quoi, finalement. Il va falloir que tu nous expliques comment t'es arrivé à mettre en place tous ces petits trucs, parce que ça a l'air assez naturel, assez spontané, mais mine de rien, là, tu nous donnes certains ingrédients qui font et qui composent ce qu'on propose ici. Le fait de mettre le pain en avant, le fait d'avoir une gamme pensée, c'est-à-dire la tradition est là, mais pas non plus omniprésente. C'est hyper malin, en fait. C'est des tips qui sont c'est ça. hyper bien pensés. Et c'est vraiment comment tu
tu donnes à voir les choses. Et je pense que dans les autres boulangeries, il y a, enfin, je sais pas, mais il y a pas vraiment de réflexion parce qu'en fait, les gens sont en pilote automatique, sont sur l'autoroute de la boulangerie et ils reproduisent. Et en fait, moi, je me suis dit de quoi j'ai envie. Donc ça, c'est de voir ce pain. Et ensuite, c'est de dire bon, c'est pas nécessaire d'avoir 30 pains différents. En fait, j'en ai 5, 6 qui sont vraiment des choses toutes très différentes et visuellement et gustativement. Ça veut dire qu'on a une grosse miche de 3 kilos qui est la miche nature, qui représente ce fantasme du pain auquel les gens vont tout de suite s'associer. Et puis après, on a par exemple des farines anciennes, donc la rouge de Bordeaux, la Khorassan, sur lesquelles tu peux raconter des histoires qui ont aussi des formes différentes, qu'on peut tout de suite identifier. Après, tu as le petit épeautre, qui lui est un peu en format gâteau, pareil, très identifié, sur lequel tu sais que tu as encore moins de gluten, donc tu peux aussi communiquer dessus. Et puis voilà, après, tu as une tourte de seigle le week-end, un pain aux graines, un petit pain aux fruits. Comme ça, nous, on fait noisettes et dattes parce que c'est justement la référence méditerranéenne. Et c'est tout, on n'a pas besoin de plus finalement. Et les gens sont heureux et ils naviguent entre ça. La plupart du temps, ils sont tous un peu quand même monomaniaques et obsessionnels, donc ils viennent tous chercher toujours le même pain. Mais c'est un compagnon. Hein. Ouais, c'est ça. Du quotidien, le pain. Quotidien. Non mais vraiment. Moi, tu m'enlèves mon pain de ma boulangerie où je vais, je suis pas bien. Ouais, ils commencent déjà à le manger quand ils sortent d'ici. Ils vont chez eux. Et puis, quand ils ont trouvé du bon pain, c'est vrai qu'ils reviennent. Tu sais, c'est comme quand t'as trouvé un bon garagiste. Parce que c'est la galère, ou parce que t'en as besoin, ou machin, tu te dis, attends, il me le faut. Quand tu te débarques quelque part, que t'emménages quelque part, en fait, dans ta liste de avant de me sentir bien, il y a la boulangerie. Ah bah, c'est clair. Quand t'as trouvé ta bonne boulangerie, tu dis, ah, mais c'est là. Nous, on a des clients qui ont déménagé d'ici. Et en fait, ils nous disaient, franchement, on se demandait où est-ce qu'on allait pouvoir retrouver du bon pain. Et c'était la vraie question importante. Et t'en as d'autres qui nous disent aussi, ah, c'était mieux quand vous étiez pas là parce que on dépensait moins d'argent et on grossissait pas, quoi. Pas par rapport au pain, parce que c'est pas le pain qui fait grossir, quoi. Alors voilà, juste une question, mais je pense qu'on y reviendra à la toute fin de cet entretien. Et pour pas balancer Marie-Léla qui est à côté de nous, qui vient de se manger une quiche avec une vraie partie prix, puisqu'on se fait parler d'un feuilletage sur la quiche. Donc voilà, il n'y a pas que du pain. La gamme, elle est élargie. Est-ce que tu peux nous raconter, sans le déflorer, parce que je voudrais qu'on en parle après, parce que c'est un vrai sujet, je pense, jusqu'où va ce qu'on peut trouver chez vous? Pour moi, la boulangerie, c'est un peu, dans l'inconscient collectif, c'est le cœur du village. C'est-à-dire que tu as 3 choses dans un village. Tu as la boulangerie, le café et l'église. Donc moi, l'idée, c'était de remettre la boulangerie au cœur du village. Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est un truc. Parce que l'église, c'est plus à la mode. Bon, en plus, voilà, je suis pas croyant, mais bref. Donc ce sera la boulangerie. C'était la boulangerie, de la remettre au cœur du village et d'en faire, en fait, vraiment un lieu de vie. Pas un lieu de passage. Parce qu'aujourd'hui, si tu observes une boulangerie, c'est vraiment qu'un lieu de passage, quoi. Je rentre, je sors. Et t'as les vendeurs, vendeuses qui sont juste du passe-baguette. C'est déprimant pour tout le monde, le client et pour ceux qui travaillent dedans. Donc là, l'idée, c'était d'avoir vraiment un lieu où, une boulangerie, tu viens tous les jours. Donc, quand tu viens dans un endroit tous les jours, tu vas lier connaissances. Tu vas passer du temps. Tu vas venir peut-être le matin, tu vas venir l'après-midi, tu vas déjeuner, tu vas goûter, tu vas venir un moment seul pour bouquiner. Enfin, voilà, tu viens avec tes enfants. Donc, il y a plein de moments de consommation qui sont liés à ça. Et en fait, moi, je le voyais vraiment comme une seconde maison, presque, où j'accueille en fait les clients qui sont en plus à Montrouge. Moi, j'ai passé 1 an et demi au début vraiment en vente, donc il y a plein de clients qui sont devenus des amis et beaucoup de gens qui sont pas des amis mais qui sont vraiment des gens avec qui on a beaucoup de relations. Et en fait, tu crées ce lien-là. Donc en fait, à ces gens-là, tu as envie de leur offrir quoi? Du bon pain, des bonnes viennoiseries, un bon moment avec pâtisserie, un bon café ou un bon thé. Et une offre salée pour le midi, parce qu'en fait, ils ont envie aussi de se restaurer à un moment de la journée. Donc, on est parti là-dessus. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et c'est marrant d'essayer d'imprimer quelque chose, on m'entend ici, on s'est dit, spontanément, il y a de l'ambiance, il y a de la musique. En fait, c'est pas anodin, mais on sentait que c'était pas une musique tapisserie, on sentait que c'était une musique, c'était habité, on sentait que les gens qui travaillaient chez toi l'écoutaient. Il y avait un moment, il y avait un... Ah oui, c'est ça. Même parfois, moi, je descends, je me dis, bon, j'aurais pas forcément mis cette musique, mais en même temps, il y a une vraie vie, quoi. Et les gens, ils nous ont dit dans le quartier, avant, il y avait une boulangerie qui était ce qu'elle était, voilà, on tape sur rien, mais ils nous ont dit, t'as réussi à recréer, en fait, un endroit où on se retrouve. Et le samedi, franchement, c'est plein partout parce que les gens, ils viennent, ils passent du temps. Et là, tu vois, il y a la place, les enfants, ils jouent au ballon, il y a la trottinette autour. Les clients, ils discutent à l'intérieur, à l'extérieur, ils retrouvent des copains. Voilà, donc c'est assez
C'est assez chouette, vraiment, elle est remise au cœur du village. Il faut qu'on comprenne le truc. Donc il faut qu'on remonte le fil. Ouais. Tu es d'accord pour remonter le fil? Je suis d'accord. Formidable. Il faut que tu nous expliques, parce qu'on part de loin, on a compris que c'est un amour retrouvé finalement, cette histoire de Pam, et tu vas nous expliquer comment. Au tout début de l'histoire, ça ressemble à quoi? Dans quel environnement t'as grandi? Et quelles étaient un petit peu les perspectives que tu pouvais avoir au tout début? Alors quand on est tout petit, on n'a pas forcément de perspective, à part peut-être astronaute ou machin, je sais pas quoi. Mais... non, moi en fait, j'ai été baigné dans un univers avec une mère. Bon, ça peut paraître un peu bateau. Hein. On se dit tous la même chose. Ouais, voilà. Rien. On est tous bateaux. Hein, une mère qui cuisine divinement bien, qui voilà, enfin. Alors non, on n'est pas tous logés à la même chose. Ouais, qui sait tout faire et qui fait tout bien. Enfin, vraiment, c'est assez extraordinaire. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec elle en cuisine. Mais genre quoi? Mais genre tout, quoi. C'est-à-dire qu'elle est hallucinante. C'est-à-dire que tout ce qu'elle fait, c'est bon. Mais surtout dans le simple. Mais elle peut te faire, voilà, une bonne quiche, une bonne salade. Mais aussi, elle fait une paella de dingue, une bouillabaisse de dingue. Enfin, voilà, tout ce qu'elle entreprend, ça marche, quoi. Il y a des gens qui sont doués quand même pour ça. Donc, avec une sorte entre l'instinct et puis en même temps la recherche de recettes. Enfin voilà, et elle tricote. Ouais, et puis une culture quotidienne. Tu sais, il y avait un mot que j'aime pas trop. Les gens parlaient de cuisine ménagère. Mais il y a un affect aussi autour de ce mot que je trouve charmant, désuet, un peu bancal et contestable. Mais c'est un peu ça. C'était une culture aussi. Oui, c'était une époque, c'était un truc. T'es plongé dedans. Et moi, je vis avec ça, en fait. Je grandis avec ça, avec passer du temps avec elle. Ça veut dire que c'est aussi passer du temps avec elle en cuisine. Ouais. Donc, c'est vraiment ce côté-là, on va dire, pratique, sensoriel. Mais ça, tu te le dis, t'y penses, tu le vois, tu le sens à ce moment-là? Ou c'est juste, c'est ton élément, quoi? Ouais, c'est mon élément. Après, c'est à rebours, en fait. Ouais, bien sûr. Je l'analyse. En fait, sur le moment, c'est juste ta vie, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, elle fait ça, mais avec beaucoup, en plus, d'amour et de plaisir, quoi. C'est-à-dire, autant pour recevoir les gens que pour faire plaisir. Donc, il y a aussi ça qui passe. Et est-ce qu'il y a du monde autour de la table? En fait, il y a du monde. Déjà, on était 4 dans la famille, donc il y a nous. Et puis, il y avait tout le temps des gens. 4 enfants? Non, 4. 4 en tout. Ouais, 4 en tout. Okay. Mon père et mon frère. 2 parents, 2 enfants. Voilà. Et ce qui est déjà quand même du boulot au quotidien, je trouve. Ah. Et puis, il y a... c'est ça. Les amis, la famille. Et en fait, à chaque fois, c'est elle qui organise les fêtes, les repas, parce qu'en fait, c'est elle qui cuisine bien, c'est elle qui sait recevoir, c'est elle qui sait organiser. Enfin, voilà. Bon, donc c'est comme ça. Parfois, c'est pesant, mais c'est aussi comme ça. Donc moi, je vis avec ça, avec cette découverte-là. Et en parallèle, on va dire, moi, je suis né en 1973. Donc dans une époque où les métiers de bouche, de cuisinier, boulanger, pâtissier sont pas du tout mis en valeur. Cata. Et moi je suis un bon élève, je rentre bien dans le moule de l'école, donc voilà un peu profil premier, deuxième ou troisième de la classe. Donc à cette époque-là, tu te dis pas que tu vas devenir cuisinier ou boulanger ou pâtissier. En tout cas, on te soumet certainement pas l'idée. Ouais, voilà. Donc en fait, issu, je pense, d'un milieu où mes parents n'avaient pas trop fait d'études, donc avec, je pense, une idée d'ascension sociale, mais qui est pas forcément marquée. Pas forcément dite. Pas forcément dite, mais en même temps, toi, tu te dis, je suis bon élève, peut-être que je vais réussir un truc qu'ils ont peut-être pas réussi. Eux, ils sont fiers, toi, t'es content. Enfin, tu vois, c'est une espèce de boucle comme ça qui est assez compréhensible. Donc moi, je fais des études, collège, lycée à Angoulême. Ensuite, je fais une classe prépa littéraire Hippocagne à Bordeaux. Et puis ensuite, je me rends compte que je sais pas du tout ce que j'ai envie de faire. Je suis un peu paumé parce que tout ça, ça me convient pas vraiment. Donc, je suis là, je surnage là-dedans. Ça se passe bien, donc je continue. Je fais une fac d'histoire. C'est l'ennui abyssal. Mais bon, comme j'aime bien être avec les potes et faire des études, ça me va. Je me laisse un peu porter par le concept. Mes parents qui me disent bon, quand même, à un moment, ce serait peut-être pas mal que que tu sortes des partiels et que tu fasses un truc. Mais voilà, premier déclic quand je fais ma maîtrise d'histoire que je fais à Bristol en Angleterre sur un sujet sur la négociation entre la Grande-Bretagne et la Chine sur le retour de Hong Kong à la Chine. Et là, en fait, je dois écrire un mémoire. Là, j'ai une sorte de premier déclic. En fait, je me dis, vraiment, l'écriture, c'est un truc qui me plaît beaucoup. J'ai un mémoire j'ai une très bonne note. Je me dis, tiens, peut-être ce serait cool de faire un truc là-dedans, mais je sais pas trop. Je me laisse porter. Je continue sur des Première petite graine. Ouais, petite graine. Il y a un truc qui est plantée. Lors de la mise en forme. Là, on se parle d'un temps post-adolescence, c'est le début des études. Ouais, c'est ça.
quel est ton rapport à ce moment-là avec la table, la cuisine? Parce que en général, quand on arrive à ce moment-là, on a tous un truc un peu différent. Moi, je me reconnaissais pas dans la manière de faire de mes potes, par exemple, à ce moment-là de la vie. C'est quoi ton rapport à toi, à ce moment-là, avec la nourriture et la cuisine? Hyper fort, presque sacralisé. En fait, c'est-à-dire que nous, tout le temps qu'on passait, c'était autour de la table. Donc, c'est-à-dire Même en jeune étudiant. Bah oui, alors en plus, après, moi, j'ai perpétué ça aussi dans mes cercles d'amis. Dès que j'ai commencé à être en âge, voilà, d'inviter des gens, de commencer à faire à manger, c'était sûrement nul ce que je faisais. Ouais. Mais voilà, c'était l'idée. On se retrouvait, un bon vin, voilà. Et donc, je commence vraiment comme ça, petit à petit. Donc, il y a vraiment ce truc qui est marqué en moi. Et t'avais l'impression que c'était répandu, ça, autour de toi? Est-ce que t'avais l'impression que tous tes potes faisaient la même chose? Non, pas spécialement. Il y a c'est pas un mal truc. qui s'en fichaient, en fait, sur ce truc à cet âge-là, de beaucoup recherche. de gens voilà. considèrent la nourriture comme un truc, oui, bon, bah, Oui, faut manger. et puis Ouais, c'est voilà, c'est un McDo, on ouvre une boîte, on décongèle un truc. Moi, j'avais jamais connu ça, de toute manière, que du fait maison, que du frais. Donc, effectivement, les quelques boîtes que j'ai eues au début quand j'étais étudiant, vite fait, je me suis dit, je vais me faire moi, ma cuisine, ça sera mieux, même si c'est que des pâtes et de la sauce tomate, quoi. C'est un marqueur très différenciant. Moi, je crois vachement, justement, à dis-moi comment tu mangeais étudiant et ça dit pas mal des choses après, tu vois. C'est ça. Vraiment. Donc, on est un peu dans cette relation à la nourriture, mais que je mets pas du tout... J'y pense jamais. Je me dis pas, je vais en faire mon métier. Je pense que je l'ai complètement occulté. Oui, c'est un lien naturel. Parce qu'en fait, voilà, je suis déjà parti ailleurs. Là, je fais des études d'histoire. J'aime bien l'écriture. Après, je me passionne pour le monde chinois. Donc, je fais un 3e cycle en relations internationales sur le monde chinois. Après, je pars vivre en Chine pendant 1 an. Où là, pour le coup, grande claque absolue. Surtout, c'était en 1996. Ouais. Donc, voilà, t'es seul en Chine, il y a pas donc de. là, on était, voilà, quelques étrangers, mais très peu. La plupart, c'était des Japonais et des Coréens. Quelques Européens. Et grande claque aussi sur la nourriture. Parce que là, en fait, c'est un régal absolu. Et puis, ce qui est marrant, c'est que tu découvres que tu connais pas la Chine, en fait. Là, tu reviens. C'est comme si tu te réappropriais tout un pan de la nourriture auquel t'avais jamais eu accès. Parce qu'en plus, à l'époque, aujourd'hui, c'est vrai que tu habites Paris, il y a des restos Alors non, de tous les côtés, mais je te laisse même pas aller au bout de cette phrase. Et pour les gens qui nous écoutent, la culture gastronomie chinoise est absolument inconnue, pas méconnue, inconnue. Donc je t'imagine à ce moment-là. Non, mais vraiment, les gens, enfin, tu vois, c'est la nourriture chinoise, c'est un porc au caramel, un riz cantonné et des nems pour 99%. Et mauvais en plus. Parce que bourré de glutamate et voilà. Mais ce n'est à la fois pas du tout ça, et c'est surtout un monde inouï c'est de variété, de diversité. Et donc, toi, tu te confrontes à ça. C'est une gifle. C'est comme si tu remettais à zéro une culture gastronomique et que tu découvres un monde nouveau. T'es vierge à nouveau de tout ça. Donc, en fait, et puis là-bas, à l'époque, en plus, il y a rien. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à trouver des yaourts. Ne parlons pas du fromage, de la charcuterie. Bon, là, c'est même pas la peine d'en parler. Autre monde. Pas de dessert. Donc, pendant 1 an, quasi pas de sucre. Donc, pas de nougat sésame et pas de perles de coco. Ça, non. Pas ça. Non, ça n'existe pas. On avait quelques beignets de pommes de temps en temps. Mais sinon, donc, tu manges que du salé. Et tous les jours, tu pars à la découverte. Donc, on mangeait tous les soirs dans les petits restos à côté de la fac, dehors, dans la rue. Génial. Et c'était vraiment incroyable. Donc, en fait, on s'est régalé pendant 1 an. À la fin, j'avoue, j'avais envie de retrouver quand même un peu ma culture gastronomique. Mais en fait, on s'est régalé, on a beaucoup voyagé, donc en plus la Chine, c'est pas, voilà, j'étais à Pékin, donc il y a une cuisine, mais il y a plein de cuisines différentes. Bien sûr. Donc là, je me reconfronte à ce milieu de la nourriture et je me dis, mais en fait, je suis dingue de cette nourriture, quoi. En fait, j'adore bien manger, j'adore aller chercher les choses, trouver le bon endroit, le meilleur de ses plats, il est là, le meilleur de ses ingrédients, il est là. Bon, voilà, c'est comme ça que tu te forges un peu une culture, une tradition. Hyper important, le fait de se décentrer à un moment de sa vie, hyper important de voir à quel point l'alimentation, la nourriture, le rapport qu'on a quotidien avec ça, on l'oublie en fait. C'est-à-dire que là, tu découvres un nouveau monde à un âge où ça ouvre un spectre inouï et du coup, on s'interroge sur ce qu'on ingère tout le temps, tous les jours et de quelle manière, c'est une culture, dans quel contexte. C'est une culture. Ouais, c'est notre culture. Exactement. Donc ça, c'était vraiment enrichissant, mais à nouveau, je suis pas dans ce truc de me dire je vais faire de la cuisine ou quoi. Mais je tout continue, s'imprime. mais tout s'imprime. C'est vraiment après, c'est là où tu te dis, c'est le chemin en fait de tout ça. Et après, quand je rentre de Chine, à nouveau, je sais pas trop ce que je vais faire, donc je passe mon CAPES d'histoire. Oh putain. Voilà. Donc pensez pour les parents. Un peu la il est rentré de Chine. Ouais. Il est rentré de Chine. Qu'est-ce qu'il veut faire? Un CAPES.
Voilà. Et en fait, pareil, quoi, c'est l'ennui abyssal. Mais parce qu'en fait, je sais pas ce que je veux faire. J'ai aucune. Et en plus, j'ai ce truc depuis tout gamin où je me dis, moi, je suis pas fait pour le monde du travail. Donc en fait, tu te dis, waouh, moi, je suis pas apte en fait à rentrer dans une entreprise. J'ai pas le caractère pour. Je suis pas câblé pour ça. Je suis trop indépendant. Je vais dire ce que je pense et tout. Donc en fait, je me dis ça marche pas, quoi. En fait, pour un monde cadré d'entreprise, il faut se conformer à des horaires. Je déteste ça. Moi, je suis autonome depuis que j'ai 6 ans, en fait. Je fais ma vie, je prends le bus seul, voilà, j'amène mon frère à l'école, chez ma grand-mère. Enfin, j'ai besoin de personne pour... Donc, en fait, pas besoin de quelqu'un me dise, tu viens à 9h, tu finis à 18h et t'as ça à faire, non. Dans c'est intéressant de l'interroger et ça, on le remettra en parallèle aussi en avançant dans le temps parce qu'aujourd'hui, l'entreprise, c'est toi qui la diriges en l'occurrence. Donc, c'est marrant de se dire que c'est un environnement que tu refusais et donc on va voir comment tu l'as dessiné. Forcément, peut-être un peu à ta sauce. Ouais. Mais, tu parles de pas être en adéquation avec la représentation que tu te fais du monde de l'entreprise à ce moment-là. Tu parles d'indépendance. Est-ce qu'il y a une gêne? Est-ce qu'il y a un malaise? Est-ce que le fait d'être dans ce genre d'environnement normé, comme tu le dis, ou dans un open space, de 8h à 17h, te met... C'est mon angoisse. Non, mais tu peux pas. Ah ouais. C'est-à-dire que quand je suis en Chine, à la fin, je vais faire un stage chez Elf à Tokem. Il y a tellement pas d'étrangers qui, genre, ils me déroulent le tapis. C'est-à-dire que pendant 3 mois, ils me donnent une mission à faire, mais un truc... improbable. Je faisais pas du tout ça. Je parcours la Chine dans tous les sens pour aller faire des enquêtes avec un costume et tout. Et en fait, au bout de 1 mois, je pète les plombs parce qu'en fait, je me dis mais qui est cette personne, quoi? C'est pas moi, quoi. Donc je rentre un peu démuni. Je les ai dit ouais, je vais faire du marketing et tout. Laisse tomber, c'est pas pour moi. Ce que tu pointes du doigt là, c'est la distance qu'il peut y avoir souvent, parfois, entre l'aspiration personnelle et finalement ce qu'on t'enjoint à faire, la perspective du groupe qu'on te donne. Non, mais du coup, quand on t'entend, on se dit, mais en fait, on peut jamais coller avec le schéma d'une entreprise. Bah oui, non, moi, je sais pas comment font les gens d'ailleurs. Pour moi, c'est d'une violence rare. Donc en fait, soit... adhérer à un truc. Ah bah non, c'est pas possible. C'est impossible. Ou alors, si... Comment ils font les mecs en dessous pour adhérer? Non, mais seulement si tu mets en place des conditions qui sont vivables, ce que je trouve qui n'est pas le cas. T'es en train de nous dire qu'on ne peut que survivre en entreprise. En tout cas, moi, je sais que pour moi, c'est trop violent. Et donc l'idée de l'open space, les bureaux et tout, mais rien que la déco et tout. T'as pas envie de ton petit badge? C'est insupportable. Ta petite cantine? Bon, on y va à 13h là. Non, c'est ça, c'est les sueurs froides et c'est la démotivation. Donc voilà. Donc, tu sais que ce sera pas là en rentrant, tu sais que ça s'écrira pas de cette manière, en tout cas pas à ce niveau-là pour toi. Et par rapport au CAPES, la même chose en fait. Je me dis mais moi, j'adore l'histoire. Franchement, pour moi, depuis que je suis gamin, j'adore ça. Mais me retrouver tous les jours face à des enfants dans une classe et tout, je me dis non mais je vais crever, quoi. En fait, ça va pas le faire. Et en fait, au miracle, je fais un service civil parce que je devais encore faire mon service militaire. C'était la fin du service militaire. Et je fais un service civil à la place du service militaire à Marseille dans une radio associative à la Friche Belle de Mai, donc une radio qui s'appelle Radio Grenouille. Mais oui. Qui est une radio associative. Célébrissime, un peu genre Radio Nova, mais voilà, donc et là à la sauce Marseille. Voilà, la sauce Marseille avec une vibe électro en plus à l'époque, donc et là j'ai un espèce de déclic. J'étais l'assistant du directeur de l'époque, voilà, pour les quelques mois où je passais ce service civil. Et il me dit, bah tiens, je te donne un NAGRA. Donc le NAGRA, c'était l'ancêtre. Pour enregistrer. Pour enregistrer. Bien sûr, ouais. Si tu veux faire des petits reportages, tu fais, puis on voit si ça a appelé. Et en fait, je me dis, tiens, je vais aller faire un reportage sur la cuisine comoréenne. Pourquoi, comment? Je sais pas pourquoi, mais en fait, tu vois, là, je replonge en fait là-dedans. Et en fait, là, je me suis dit, ah bah c'est ça en fait, je veux faire ça. Donc du coup, je veux faire en fait du journalisme en lien avec cette passion de la bonne bouffe, quoi. Repenser pour les parents. Ça y est, je crois qu'il a trouvé. C'est drôle. Il a trouvé, mais il a rien trouvé parce qu'en fait. Et en même temps, il a choisi une voie. Il a choisi une voie qui est quand même bon. À l'époque, ça va peut-être un peu mieux qu'aujourd'hui, mais qui est quand même pas. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Je viens m'installer à Paris. Et puis, avec rien, pas de diplôme, pas d'expérience. Là, je commence à taper aux portes. Et puis, j'arrive à convaincre des gens de me laisser un peu ma chance. Et ça commence, en fait, comme ça. Et ça va être de l'écrit ou... En fait, ça va être un peu de radio. Ouais. J'ai fait pas mal de trucs au début. Enfin, pas mal de trucs. Donc, j'ai fait quelques trucs pour France Inter et France Culture. Chic. Voilà, donc c'était assez chic. J'étais content parce que c'était la radio, en plus, de mes parents depuis que j'étais gamin. Donc, j'étais assez fier de ça. Tout petit peu de télé sur Paris Première à l'époque, mais surtout vite après de la presse écrite. Et en fait, j'adore, quoi. Indépendance. Indépendant.
personne qui doit me dire quoi que ce soit. T'as juste ta deadline et ton nombre de signes. Voilà, c'est ça. Et je propose mes sujets. Et en fait, voilà, je tape à toutes les portes parce que. Et puis, du coup, tu te fais ton réseau, tu rencontres des gens. Et puis là, je rencontre à l'époque une journaliste qui me prend sous son aile, qui s'appelle Laurence Benaïm, qui était rédactrice en chef mode pour Le Monde à l'époque, et qui monte son magazine qui s'appelle Stiletto. Et on se rencontre par le biais d'une personne qu'on connaît en commun. Et tout de suite, ça accroche. Et en fait, je vais la rencontrer elle est en train je me souviendrai toujours, elle faisait une série mode et joaillerie. Je vais la voir et on discute, ça accroche. Et elle me dit, tu sais quoi, en fait, la semaine prochaine, tu pars à Hong Kong et tu vas faire un reportage avec un pote à elle qui est photographe chinois, voilà, qui travaillait pour Reuters. D'accord. Voilà. Et elle me dit, tu fais ce que tu veux. Voilà. Donc je dis, en fait, je vais faire un sujet sur la bouffe à Hong Kong. Donc j'arrive avec donc Ling Fei, photographe chinois qui mesure 2 mètres, donc on passe pas inaperçu. Ouais. Et c'est pas toujours l'idéal pour un photographe. Et en fait, on passe une semaine à Hong Kong, vraiment dans les marchés, voilà, cuisine chinoise. Donc je retrouve cette ambiance de la Chine que j'adorais, mais avec une autre culture qui est quand même la culture du Sud, que j'avais beaucoup moins parce qu'à Pékin, on est sur la culture du Nord. Donc je découvre aussi d'autres saveurs, des choses, même des fois un petit peu. Parce que ça peut être trash aussi quand on va sur les marchés en Chine. Voilà, c'est même le sol par terre, le sang, les odeurs et tout. Mais je sais pas, je me sens dans mon élément. Je rentre et je lui dis, je sais pas, tu veux quoi? Elle me dit, tu fais ce que tu veux, tu fais le texte que tu veux. Donc c'était trop bien. Et en fait, je lui fais un espèce de texte, mais vraiment hyper inspiré de, je sais pas, comme une nouvelle, comme un truc qui vient vraiment du fond de moi-même. Et genre, je lui envoie le truc en me disant, c'est un peu genre, je serre les dents et je me dis, on va voir si ça passe ou pas. Et elle m'envoie un message en me disant, ah, mais c'est formidable, j'adore, je suis tellement touché. Voilà. Et c'est parti comme ça. J'ai fait ça pendant 10 ans. À ce stade de l'histoire, il y a quand même un truc qu'il faut relever, c'est que la fibre du goût et de la cuisine, elle s'insinue, elle infuse tout le temps et très. Non mais là c'est quand même. C'est presque. Tu aurais pu faire ce que tu voulais quoi. Non mais vas-y fais ce que tu veux. C'est la food. Radio Grenouille. Je vais faire un truc sur la cuisine comorienne. Enfin. Ouais c'est ça parce qu'en fait moi c'est même pas tant le journalisme qui m'intéressait, c'était parler en fait de cette matière vivante de la nourriture quoi. Que ce soit radio, écrit ou télé. Ouais. Ça s'installe immédiatement. J'aurais pas pu être journaliste dans une autre section, quoi. Ça m'intéressait pas spécialement. Et je reviens à ce truc de je ne peux faire que ce que j'ai envie de faire. Donc c'est à la fois une faiblesse et aussi une énorme force. Parce que du coup, à chaque fois, je me pousse à aller au bout de ce qui, moi, me passionne. Et quand on met dans une petite case, tout est triqué, je suis très mauvais. Alors vraiment, hyper mauvais, tu sors rien de moi. Et donc Laurence qui me propose, voilà, tu fais ce que tu veux et tout. Là, je deviens moi-même et ça fonctionne. Après, il y a des gens qui aiment ou qui aiment pas, peu importe. Mais au moins, et c'est ça que je retiens aujourd'hui par rapport au monde de l'entreprise, c'est en fait, c'est ça, c'est qu'en fait le moteur, c'est toi, quoi. C'est de qui tu es toi, comment tu vas infuser tout ton chemin de vie, que t'aies 20 ans ou 50 ans. Hein. J'y pensais justement et tu m'y amènes parce que ce format qui est dédié à l'entrepreneuriat et évidemment dans la food, forcément on se pose cette question, est-ce que là t'as pas une des clés justement qui dans le management, dans la promotion de ceux qu'on emploie justement permet de les ramener à soi, c'est-à-dire je ne te donne pas un terrain hyper circonscrit, étouffant que je t'impose, mais je vais aussi en tant que manager essayer de comprendre qui tu es. Comment tu peux te déployer au sein de mon entreprise? Est-ce que c'est un truc que tu utilises, ça? Est-ce que c'est un truc auquel tu fais attention? J'y fais hyper attention. Parce que, alors, aujourd'hui, on parle vachement de management adaptatif. C'est une notion, C'est une notion. Le management, pour moi, ça aussi, je trouve ça un peu flippant parce que c'est un terme qui est trop enfermant, mais en même temps, t'es obligé d'en faire. Mais moi, en fait, ce que je dis, alors, je pense que je suis pas un bon manager dans le sens où, quand il y a vraiment des grosses difficultés, c'est assez compliqué pour moi, mais quand les choses fonctionnent bien et qu'avec les gens, ça match, en fait, là, par contre, c'est hyper facile. C'est-à-dire que, parce que justement, je sais d'où je viens, je sais qui je suis, et je vais pas enfermer les gens dans une case, et j'essaie justement de leur laisser leur créativité, leur liberté. Mais parfois, avec certaines personnes, ça marche pas. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient besoin d'être encadrés. Et c'est en ça que je dis que je suis peut-être pas un bon manager, parce que je sais faire que quand je suis dans ça me ressemble, donc dans ma zone, du coup, ça fit.
Donc ça veut dire que ça fait beaucoup d'éléments. Mais en même temps, j'essaie de m'entourer de gens comme ça aussi. Donc finalement, bon an, mal an, ça se passe bien. Après, en grossissant, ça devient plus difficile. Et j'avoue que c'est pour moi, pour une partie qui est pas évidente, ce côté management. Parce que je sais pas toujours comment le prendre quand les gens ont besoin de vraiment driver, suivi et tout. Parce que moi, j'ai jamais eu besoin de ça, donc je sais pas vraiment faire. C'est compliqué. Qu'est-ce qui va se passer au bout de ces 10 années? Parce que tu as parlé d'une décennie dans laquelle tu t'es engagé dans une voie, en l'occurrence celle du journalisme. J'ai 10 ans ensuite qui vont faire un peu l'intermède entre l'entreprise et le journalisme. C'est-à-dire que en fait, j'ai une copine qui me demande d'intégrer, d'être rédac chef adjoint d'un magazine pour le groupe L'Équipe qui s'appelait Sport et Style à l'époque, qui était un magazine lifestyle, un peu genre GQ pour les hommes, mais avec cette espèce de prisme sportif. Alors moi qui suis pas du tout sportif en plus, mais elle me prenait plus pour le côté lifestyle justement. Et en fait, je me dis ouais, ça peut être intéressant, mais le monde de l'entreprise là. Donc là, j'y vais un petit peu à tâtons et je lui dis écoute, pourquoi pas, mais vraiment me demandez pas en fait d'être là à 9h au bureau, d'avoir des comptes à rendre entre guillemets, mais sans prétention, mais je dis parce que je saurais pas faire. Et finalement, elle m'a laissé faire comme ça et je suis resté 10 ans. Balèze. En fait, encore là pour le coup un exemple de management adapté. Adapté, voilà. Donc et c'est vrai qu'au bout de 10 ans, bon, à la fin c'était compliqué parce que on est dans une époque aujourd'hui où la presse c'est quand même hyper difficile et j'étais devenu rédac chef et où ce qu'on demandait au rédac chef en gros c'est de ramener de la pub. Et ça, j'avais un éditeur au-dessus de moi. Je pense qu'on n'était pas vraiment en phase, donc c'était devenu compliqué. Mais j'ai eu quand même 10 ans où j'étais au sein d'une entreprise où j'essayais de pas aller trop souvent parce que pour moi, être journaliste, c'est certainement pas assis dans un bureau en open space avec les moquettes grises et les fauteuils noirs. Ça tue un peu l'inspiration. Donc l'idée, c'est d'être sur le terrain. Donc j'étais pratiquement tout le temps dehors, mais en même temps, le magazine sortait. On était un binôme en fait de rédac chef et ça fonctionnait super bien. Donc on avait quand même cette liberté. Donc c'est vrai que j'étais dans l'entreprise sans trop y être. Donc au bout de 10 ans, il y a une espèce de non-alignement parce qu'il y a des objectifs d'entreprise, des objectifs commerciaux, cette hiérarchie-là, et du coup tu te remets en question et tu dis bon. On sent que c'est en train de se déliter, que le monde de la presse est en train de passer à autre chose et que nous en interne, on a peut-être du souci à se faire pour le magazine, mais il y a le Covid qui arrive avant tout ça, mars 2020. Précipiter la réflexion. Qui précipite le truc. Et je crois le surlendemain, non, j'exagère, j'ai plus l'agenda en tête, mais le surlendemain, on nous met en chômage technique et on sent que, en gros, on va passer avec l'eau du bain. Moi, je dis alléluia. Je me dis, bah, c'est trop bien, en fait, parce que finalement, pendant 10 ans, t'es assis sur un siège quand même qui est assez confortable, un métier qui est génial, avec plein d'avantages, tu fais des trucs incroyables. Donc, des fois, tu t'ennuies un peu, mais tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Et là, en fait, t'es un peu poussé à te dire, à réfléchir. Et je réfléchis très, très rapidement. Il y a un plan social qui est mis en place. Donc moi, je dis banco. Et je pars avec ce plan social qui était incroyable pour pouvoir justement changer de vie. Donc c'est là où je me dis, ben hop, je reviens. Et là, ça y est, qu'est-ce que je veux faire? Je sais ce que je veux faire en fait. Parce que comme je suis pas capable de faire autre chose, du coup, je me dis, bah, je vais monter mon lieu, en fait, ma boulangerie, quoi. Mais comment elle arrive cette idée? Pardon, on a compris que la gastronomie, le goût, la cuisine, il y a une appétence intellectuelle pour ça. Ouais, parce qu'il y a une évidence, mais aussi parce que, en fait, comme je sais que je suis pas capable d'aller ailleurs, de faire autre chose, je me dis déjà, moi, il faut que je crée mon propre environnement. Mais alors attends, je te coupe. On a tous eu cette envie-là. On a tous. Si tu remontes le fil, le moment où tu te dis, ce serait pas mal d'avoir un lieu. Où, tiens, ça pourrait être un truc comme ça. C'est quoi? C'est quand? Comment ça arrive cette histoire? Parce qu'il y a, tu vois, il y a un truc entre écrire des articles et se dire, je vais ouvrir un lieu. Bah, je pense qu'en fait là, il y a tout ce que t'as fait pendant les 20 dernières années professionnelles, plus le reste de ta vie qui revient là, peut-être la maturité qui est juste peut-être à ce moment-là en fait, qui est vraiment ça y est, je suis mûr pour ça. J'ai les épaules, t'en sais rien finalement. Tu vois, c'est quand même un peu, c'est pour ça que je parlais de naïveté tout à l'heure ou d'inconscience. Mais tu te dis bon, j'ai plutôt pas mal réussi ce que j'ai fait, donc peut-être que je peux me lancer. J'ai quelques avantages liés à ce plan social où tu vois, t'es accompagné, t'as des formations, tu sais que tu vas être payé pendant 1 an pour faire tes formations. Donc je suis là, je me dis bah tiens
en fait, pourquoi pas ouvrir ma boulangerie? Je passe un CAP pour voir de quoi il en retourne. Donc tu te dis boulangerie. Ouais, je me dis boulangerie parce qu'en fait, je suis toujours dans ce truc de ce rapport à ce pain un peu ultime, quoi, qui me fascine. Ce truc, surtout, ce que je dis, le pain, c'est de la farine et de l'eau. Donc, plus basique que ça, ça n'existe pas. Et en fait, quand tu mets le doigt dedans, tu te rends compte que c'est quand même sûrement une des choses les plus difficiles à faire. C'est-à-dire que faire du bon Tellement pain... de choses entrent en jeu. Ouais, voilà, au quotidien, c'est presque de l'ordre de, tu vois, de la magie. de la magie. C'est un peu mystique et en même temps, ça imprime notre inconscient collectif. Je m'étais rendu compte, en fait, au fil de mes années dans la gastronomie, que plus ça allait, moins j'aimais les choses compliquées. Donc, au début, c'est vrai que t'es invité dans des super restos, tu rencontres des chefs, des trucs incroyables. Et en fait, au bout d'un moment, tout ça, ça m'intéresse pas. J'ai aucune envie de monter un resto. La seule cuisine qui m'intéresse, c'est celle qui ressemble à celle de ma mère. Donc, c'est-à-dire un truc simple du quotidien. Mais j'ai pas spécialement envie de monter un resto et je préfère revenir à ce truc de la base, de l'essence, de ce qu'est en fait notre nourriture ancestrale, donc le pain, quoi, tu vois. Bon, tu sais, c'est marrant, là, en t'écoutant, je me dis un truc, je pense à ce que me disent tous les chefs et pour les observer et discuter avec eux depuis longtemps, il y a un chemin parallèle qui se fait entre celui qui observe, celui qui fait, et qui se finit par se recouper à un moment. En vrai, souvent, les gens qui créent, en avançant dans l'âge et l'expérience, finissent par réduire la voilure, aller vers l'essentiel, et on entend souvent en cuisine ce fameux less is more dont on parle. Les plus jeunes chefs sont souvent dans la démonstration, et c'est vrai que quand on observe au début, quand on fait nos premiers restaurants, on est très content, ou même de ramener ses proches en disant regarde la complexité de ce truc, regarde, tu vois, il y a une espèce de truc nous-mêmes à kiffer en se vautrant dans la démonstration, et plus on avance, plus on connaît, plus le palais s'affûte, plus on réduit finalement. Ouais, c'est ça. L'attente et l'envie. L'attente et l'envie. Et en fait, moi, l'autre jour, je sais pas, je me disais tiens, si je devais choisir mon dernier repas, en fait, ce serait un morceau de pain, tu vois, hyper bien cuit comme je l'aime, avec, moi, je suis un peu dingue de tarama, je sais pas, j'ai une obsession avec le tarama, et du coup, un bon tarama est parfait, en fait. Et en fait, quand moi, je pourrais me nourrir de ça, en fait, une sorte de simplicité. Tu peux pas dire ça comme ça. Petite pause à nouveau, pardon, parce que j'ai l'impression de te couper tout le temps, mais que les auditeurs nous envoient un message en se posant cette question qui est géniale. Quel serait mon dernier repas? Envoyez-moi ces messages sur Instagram parce que je trouve cette question est géniale parce qu'elle dit quelque chose de nous à l'endroit et au moment où on se la pose, je pense. Bah oui, c'est ça. Toi, t'en es au set du pain et du tarama, c'est beau, hein, On peut pas faire beaucoup moins, quoi. Ah, ouais. Et en fait, c'est vraiment le kiff absolu, mais il faut que le pain soit génial. Ah oui. Tu vois, c'est vraiment ce pain que j'adore avec cette croûte là qui va presque te blesser en fait à l'intérieur sur le palais. Tu dois faire un peu attention. Et de temps en temps, ils savent en fait les boulangers que j'adore quand ils font même une tradition. Je suis pas fan de la tradition, mais quand elle est presque cramée avec les pointes comme ça. Ouais. Mais là, c'est le bonheur absolu, quoi, avec un peu de beurre salé ou un peu de tarama, mais je meurs, quoi. C'est vraiment le truc ultime. Et donc tu te dis, eh ben, allons-y, formons-nous. Allons-y, parce qu'il faut quand même se former, quoi. Ouais, il faut se former. Alors j'ai aucune idée. Autant j'ai fait beaucoup de cuisine, un peu de pâtisserie, mais enfin, tu vois, à la maison, mais j'ai jamais fait de pain. Donc vraiment, je pars à la découverte de moi-même là-dessus, quoi. Que te disent tes proches? Ben, je sais pas. Ils me disent. Il va faire du pain. Qu'est-ce qu'il va faire du pain? Ah, il nous aura tout fait. Ouais, un peu peut-être, ouais. Mais comme de toute manière, ils disent que je fais toujours que ce que je veux, donc j'avance. Laisse-le faire son pain. Ouais, voilà. Je fais mon pain, ma brioche, donc un peu comme tous les Français quasi pendant le Covid, et je m'éclate. Du coup, avec tous les ratages que ça implique, parce que vraiment, c'est tellement compliqué. Donc, j'affine ce projet un peu dans ma tête, et je me dis, bah voilà, il faut que je me forme. Mais il faut se former à deux choses. C'est-à-dire, il faut se former à la technique, mais aussi à l'entreprise. Parce que moi, l'entreprise, j'y connais rien. Ouais. Les chiffres, ça m'a jamais intéressé. En fait, moi, j'aime que les mots, en fait. Donc, les mots ou manger. Donc, voilà. Donc, il faut que je me forme à fabriquer du pain et à savoir qu'est-ce que c'est une entreprise. Business plan, c'est un gros mot ou c'est un truc, voilà. Donc, je me dis, bah voilà, il faut que je travaille, en fait, ces deux segments-là. Donc, en parallèle. Donc, je m'inscris chez Ferrandi pour passer un CAP et je trouve par l'intermédiaire d'amis de mes parents, en fait, quelqu'un qui lui aussi était en reconversion, qui travaillait dans l'industrie, dans la finance dans l'industrie et qui monte en fait sa petite entreprise pour accompagner en fait les TPE, les PME, les jeunes entrepreneurs, bah justement business plan, pilotage et tout. Donc en parallèle, pendant un an, c'est ce que je fais. Pendant un an, je fais le CAP chez Ferrandi. Et je travaille avec, donc il s'appelle Yvan, je travaille avec Yvan sur ce que c'est un business model,
ce que c'est un business plan, et puis ensuite d'y mettre des chiffres, de faire des projections, tout en sachant que ça sera jamais la réalité. Ouais. Donc ça, j'apprends aussi, voilà. Donc en parallèle, je fais les deux choses. Et puis une troisième chose hyper importante, c'est que ce que je dis, je refais un peu mon journaliste, c'est-à-dire que je fais le tour de Paris de toutes les boulangeries, les pâtisseries, et je vais interviewer des dizaines et dizaines de personnes. Et alors, comment ça se passe? Et c'est quoi des chefs d'entreprise? Et comment on fait? Est-ce que c'est bien? Et comme ça, comment ça marche? Et voilà. Ça, Faut c'est essayer... important, tu penses? Ah ben non, mais pour moi, c'était indispensable. Mais quand aujourd'hui, je le conseille, quand je peux parler de mon expérience, je leur dis, faites ça. Allez, en fait, c'est ça, c'est sortir, aller voir. Et chez Ferrandi, en fait, ils nous disent, vous pouvez faire un grand stage ou 2 petits stages. Mais moi, je me dis, je peux pas en faire 1000 plutôt, parce que en vrai, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours dans ce côté un peu électron libre, d'aller chercher, de comprendre, de refaire un peu de journalisme. Donc, je fais on fait 5 mois à l'école, assez sympa. Pendant 5 mois, on est 12 élèves en reconversion qui passent le CAP, donc c'est un peu fou. C'est presque comme on a l'impression d'être en colo, de jouer à la marchande, de jouer au boulanger apprenti. Après, on doit faire des stages. Là, je trouve que c'est un peu plus compliqué parce que tu te retrouves un peu stagiaire. Finalement, j'ai quasi 50 ans. Tu vois, t'as été rédac chef. Et là, tu te retrouves un peu en bas de l'échelle. Donc, tu vois un peu aussi, t'as cette espèce d'humilité. Tu te reprends un peu tout en pleine tronche. Oui. Donc, t'éprouves un peu aussi quand même ton truc de dire... Tu doutes parfois? Tu te dis, sur ce chemin-là où on réapprend? C'est hyper excitant de réapprendre, mais il y a aussi des inconvénients ou des choses qui sont pas forcément faciles à appréhender. En fait, je doute pas. Mais le truc sur lequel, ce que je sais tout de suite à nouveau, c'est que j'irai jamais travailler pour quelqu'un. Ouais. À nouveau, je me dis ça c'est pas possible, c'est pas pour moi, ça. Donc ça c'est bon, on est sûr. Je fais un premier stage chez quelqu'un, bon voilà, ça se passe pas très bien parce qu'en fait les gens te parlent mal. Enfin tu vois comme on sait comment ça peut se passer dans la restauration. Donc moi je leur dis attendez les gars, j'ai pas 20 ans ou 18 ans, ou même à 20 ans du temps, faut pas faire ça, mais mon énergie elle est bonne, vous allez pas me la gâcher. Donc je pars faire un autre stage et là je tombe en fait dans un truc génial, c'est Ten Bells Bread. Je rencontre Alice qui est par le biais d'une des filles qui est en reconversion avec nous, et elle m'accueille pendant 2 mois en fait chez eux. Donc je fais le pain et je fais aussi la pâtisserie. Adresse de pain de fou. Ouais voilà, et là en fait je trouve que tout est aligné, ça me correspond complètement. Parce que justement... Est-ce que tu peux te décrire un petit peu justement ce qui pour toi représente cette forme d'alignement? Parce que quand tu décris ton lieu aussi, et quand on peut parler de Ten Bells, j'en parlais encore à midi, c'est une proposition. C'est une proposition, et pourtant qui est vraiment différente de la mienne, parce que eux, ils sont plus dans un truc, je trouve, un peu à l'anglo-saxonne, et c'est vrai que les références plus américaines, inspirées par Tartine de San Francisco et tout, mais en même temps une vraie passion avec... un lieu qui vit tout au long de la journée. Tout le temps, alors... un bordel presque, monstrueux, mais une équipe géniale, des gens qui sont là tous les jours et où tout le monde sourit. Enfin, je sais pas, je suis peut-être tombé pendant 2 mois où c'était comme ça, et je pense qu'ils ont eu des moments aussi de chaos, mais en tout cas, je leur dis à la fin, mais franchement, bravo, quoi. C'est-à-dire que j'ai jamais vu personne s'engueuler, faire la tronche, et du coup, je suis capable là de me conformer à ce truc d'horaire parce qu'en fait, déjà, je vois que j'apprends et je suis avec des gens sympas. Ouais. Dans ce cas-là, tu te dis, c'est génial. Ça passe. Et puis Alice, ça tient à quoi, tu penses? Ça tient à beaucoup de remises en question. C'est vrai qu'on a pas mal discuté avec Alice, et elle me dit que même à un moment, ils ont fait appel à un cabinet qui les a aidés, qui a fait un audit sur toute la partie RH, et où ils s'en sont pris plein la tronche parce qu'en fait, il y avait rien calé, et ils ont été capables, en fait, l'humilité de se dire, en fait, on reprend à zéro, ça marche, ça marche pas. Enfin, c'est rare finalement, je trouve, les gens qui sont capables de ça. Donc, elle me dit, si t'as besoin de chiffres, je te donne des chiffres. Enfin voilà. Donc, et j'ai rencontré quand même pas mal de gens très ouverts, très dans la transparence, qui sont capables d'échanger, de donner, bienveillants, qui te montrent quasi leur business plan, qui te donnent leur chiffre d'affaires. Enfin, donc je vais faire plein de stages après à droite à gauche par les gens que je rencontre. Je discute avec beaucoup de boulangers, boulangères qui sont en place, et je vois en fait tous les pièges et aléas de ce métier. Et donc, je me dis, il faut éviter de tomber là-dedans. Et comme moi, je suis un peu, comme je dis, un peu agité des fois du bocal, je peux pas être tout le temps au même endroit. Je sais que je vais pas pouvoir être en production, par exemple. Il y a pas mal de gens qui sont dans une espèce de fantasme, qui passent du métier intellectuel au métier manuel en disant « Ah, c'est cool, je reviens à l'essentiel. » Ouais, bon, ça, les gars, c'est sympa si tu le fais chez toi. Mais on en reparle dans 6 mois. En fait, franchement, le métier de boulanger, c'est quand même un truc qui est hyper dur. Pâtissier, la même chose, mais c'est ultra dur.
et c'est répétitif et Non, voilà. Et moi, je ça sais convient que pas à tout le monde. ça me convient pas. Mm. Ce que j'aime, c'est plutôt l'idée. Et là, en fait, c'est là où je vois que il y a une espèce de conjonction de toutes les planètes de ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est-à-dire du métier que j'ai eu pendant 20 ans, des études que j'ai faites, et en fait, tout s'aligne à ce moment-là, quoi. Donc, Et tu te dis, ça va être je ça me ma dis, place, en fait, moi, ma place, c'est d'être un peu le chef d'orchestre, quoi. Un peu je sais pas, le DA, le chef d'orchestre, et c'est ça que j'aime. Comme ça, je suis jamais au même endroit. Je suis tout le temps un peu en tête chercheuse. J'ai mon univers hyper défini et en même temps qui est assez large, dans lequel on peut insérer d'autres cerveaux qui vont réfléchir. Moi, j'adore prendre la décision seul, mais en amont, j'ai besoin d'être en permanence entouré, de discuter, d'échanger, d'écouter les gens, de dire ah ouais tiens toi tu penses ça et qu'est-ce que tu penses de ça et tout. Et à la fin, j'aime prendre la décision seul. Donc je me dis ça colle plutôt pas mal quoi en fait d'être à cette place-là. Comment va se dessiner le projet ? Est-ce qu'il se dessine au fur et à mesure de cet apprentissage ? Est-ce qu'à mesure que tu découvres à la fois le métier par l'expérience et aussi par justement tous les propos que tu recueilles, est-ce que chemin faisant, tu te dis ça va être plutôt comme ça, moi j'aimerais faire ci plutôt comme ça, on va raconter l'histoire de telle manière, ou est-ce que ça va venir après ? Comment ça va s'écrire ? C'est pareil, c'est comme si c'était l'aboutissement de tout un chemin en fait d'observation et de ce que je rencontre, parce que en fait par rapport à cette idée de Méditerranée, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que je m'étais dit j'aimerais bien avant de parler même de boulangerie, j'aurais aimé faire un lieu en fait où je fais travailler des gens, plutôt des femmes qui sont pas des chefs et qui feraient chacune en fait leur recette de la maison, un peu dans l'esprit de ce que fait ma mère autour Pourquoi de la des Méditerranée. Femmes par référent, Et parce qu'en vérité, c'est quand même les femmes qui cuisinent au quotidien, hein, même si ça évolue aujourd'hui. Si toi tu recherches des gens qui cuisinent dans une cuisine ménagère, comme on parlait tout à l'heure, il y a quand même, je pense, 90% de femmes. Donc c'est ça. Après, je pars au Liban, et là, en fait, au Liban, j'ai perdu le nom. Il y a un mec qui monte un concept un marché avec un restaurant où il fait travailler en fait plein de femmes, justement des femmes de la maison, et elles apportent leurs recettes. Et je me dis mais ça c'est génial. Et puis il y a cette Méditerranée, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais qui pour moi est hyper importante depuis le début, parce que mon père en fait est pied noir, et du coup j'ai été baigné aussi autant par la cuisine de ma mère, qui elle a été cherchée partout, mais qui était vraiment on habitait en Charente, qui venait de là, donc vraiment pur terroir français, et de l'imaginaire en fait de cette cuisine, parce qu'en fait pied noir espagnol, de la famille de mon père, de ce qu'il me raconte et tout, donc je pense que ça a un peu nourri tout ça. Plus moi j'ai pas mal voyagé en Méditerranée, et je me suis dit mais en fait cette fibre là elle est quand même dingue. Il y a pas plus riche territoire que cette Méditerranée, et ce qui compose quand même c'est un marqueur de notre histoire à tous quoi. Je trouve, socialement, sociologiquement, culturellement, gastronomiquement, politiquement, mais vraiment dans ce truc de toutes les Méditerranées. J'ai pu aller partout, et je trouve que c'est hyper riche, et tu te retrouves justement dans une cuisine un peu du simple, de l'essentiel, donc qui me correspond bien. Avec une note commune, c'est ça qui est formidable dans l'esprit du bassin méditerranéen, c'est qu'on sent qu'il y a une note qui est commune, malgré une variété énorme. C'est ça. Exactement. Parce que Marseille versus la Grèce, versus Tanger, versus c'est des mondes. Beyrouth et tout, et ça en n'a même rien temps, à voir, quoi, il y a quand même un truc. Il y a un truc commun, note. Mais de cet essentiel aussi, du bon produit, de la simplicité. Et après, il y a aussi un petit aspect où je me dis, tiens, peut-être qu'en termes de com et de marketing, ça peut peut-être être cool d'avoir une boulangerie où tu pars vraiment sur des fondamentaux, vraiment de cette boulangerie française, avec les totems de la boulangerie française, mais où tu vas avoir quelques marqueurs méditerranéens. Ça permettra aussi, et je reviens à ce que je disais au début, où cette boulangerie française, elle est un peu enquistée. Peut-être tu peux lui amener 2-3 trucs un peu sympas, des twists, mais sans en faire, c'est pas une boulangerie italienne, c'est pas une boulangerie marocaine, non. Alors comment tu fais le lien, justement? Comment tu fais le lien dans ton idée, à mesure qu'elle va se dessiner forcément, entre l'idée de la Méditerranée finalement et ce référent de la boulangerie? Ça se traduit par quoi? Tu parles de produits, tu parles c'est justement, en fait, pour moi, c'est une sorte de triptyque du produit, de la recette et de la technique, qui après, du coup, est passé à ma moulinette, donc ultra subjective. Voilà. Des choses qui, moi, m'ont marqué. Et puis maintenant, au fil du temps, des gens que je rencontre, de mon équipe,
qui peuvent être en phase avec ça. D'ailleurs, c'est pas toujours évident pour eux. C'est quelque chose parce que on va dire, on parle d'un ADN de marque. Ouais, c'est ça. Dans leur formation, on va dire aujourd'hui, on est formé en France à boulangerie à pâtisserie, très quand même franco-français, religieuse, éventuellement avec quelques petites inspirations, je sais pas, japonisantes ou alors du côté un peu anglo-saxon, mais certainement pas de la Méditerranée. Alors que si tu te penches sur cette Méditerranée, elle est fondatrice avec des produits qu'on utilise en permanence, sans aller chercher très loin. Donc au début, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qui, moi, me marque? Quels sont mes souvenirs à nouveau de trucs que j'aime? Qu'est-ce qui remonte alors, du coup? Donc, qu'est-ce qui remonte, par exemple, c'est une tropézienne de dingue que je mange à Avignon, parce que ma belle famille est d'Avignon. Je regrette d'avoir posé cette question. Voilà. Je sais pas quelle heure il est là, mais j'ai vu l'image de la tropézienne arriver, je me suis dit, et donc, tropézienne, c'est vraiment un truc que je connaissais pas, en fait, moi, dans mon environnement, puisque je suis plutôt du sud-ouest. Ouais. Donc, voilà. Et je découvre cette tropézienne dans ma belle famille. Et une tropézienne, mais incroyable. Et à chaque fois que j'y vais, je me dis, mais ça, c'est pareil, quoi. Pour moi, c'est le truc ultime. Et la tropézienne, c'est quand même juste de la crème et une brioche. Donc, c'est pareil, c'est assez simple. Mais en même temps, pas si facile que ça à faire. Tropézienne et tropézienne. Ouais, voilà, c'est ça. Avant d'ouvrir, je travaille un peu sur cette carte de ce qu'il y aura. Et donc, je mets cette tropézienne-là en me disant que bon, il y a quand même toutes les chances qu'elle soit jamais aussi bonne que la tropézienne de mon souvenir. Et en fait, je suis assez content parce qu'elle est différente, mais elle est vraiment super bonne. Donc, j'ai réussi quand même aussi. Une tropézienne à Montrouge, ça pourrait être un titre. Ouais. On se parle des inspirations, justement, de cette idée, de ces univers qui commencent à se parler dans ton esprit avant d'être une réalité. Ouais, c'est ça. Comment on bascule? Comment on en arrive à se dire, ce sera là? En fait, après, les choses vont assez vite parce que comme je mets toujours tout en œuvre pour que les choses arrivent, donc je me laisse pas vraiment le choix à un moment. Des fois, ça va plus vite que moi même. Et à un moment, je me dis, ah bon, là, en fait, tu peux plus faire marche arrière. Donc, t'as été voir plein de gens et tu te dis, va falloir y aller. Donc, il faut commencer à recruter. Il faut aller voir les banques. Il faut trouver un lieu. Et via Ferrandi, en fait, je rencontre une agence transaction spécialisée à Paris dans le monde de la boulangerie. Le commerce. Voilà. Et qui m'accompagne et qui est vraiment dans l'accompagnement, qui est pas juste dans la vente. Ils adhèrent au projet, ils trouvent ça sympa, ils cherchent quand même pas mal à accompagner en fait les gens en reconversion, avec quand même une prise de risque malgré tout parce qu'on sait pas ce que ça va donner. Donc moi j'essaie de leur dire ce qui me plairait, mais en même temps je veux dire j'ai pas d'expérience, j'ai un petit budget, donc c'est pas forcément évident. Et en fait moi j'habite au Pré Saint-Gervais à l'époque et je voulais monter une boulangerie là-bas. J'essaie. Donc plein nord de Paris. Ouais, voilà. Et là, on est au plein sud. Plein sud. J'essaie avec la mairie parce qu'en fait, il y a des locaux qui se libèrent, mais ça se fait pas. Et en fait, à un moment, j'ai envie d'y aller. Donc, eux, ils me trouvent en fait cet emplacement à Montrouge que je ne connaissais pas. J'ai jamais allé à Montrouge. Donc, je viens un jour, il pleut des cordes. Bon, je me dis, ok, ouais, la boulangerie, elle était quand même dans un sale état, mais sympa, boulangerie d'angle avec, je trouve quand même une jolie lumière. Très lumineux. Ouais, voilà. Donc, il y a un truc où ça me parle. C'est dans mes prix, et en fait, on fait une offre et j'y vais. Je dois ensuite aller convaincre la banque. C'est quoi les montants? On se parle de quel montant pour un commerce comme ça, par exemple? La banque, tu dois aller chercher quoi? Là, en fait, le fonds de commerce est valorisé à 220 000. Donc, c'était pas grand-chose parce que finalement, dans une boulangerie, t'achètes un chiffre d'affaires. Ouais. Mais moi, j'avais pas, les moyens. Je savais que les banques me suivraient pas. J'avais un peu d'argent suite, effectivement, au plan social. Départ, ouais. Donc ça, c'était important aussi pour montrer que toi, tu croyais aussi en ton projet. Et ensuite, il y avait des travaux à faire dans la boutique parce qu'elle était pas super bien, un peu la façade aussi, parce que je pourrais te montrer des photos d'avant-après. C'est un peu une blague. Le labo, un peu fatigué, mais ça pouvait quand même aller. Un peu de matos acheté, mais pas trop. Donc finalement, c'est un budget aux alentours de 400 000 à peu près. Ouais. Moi j'amène 100 000 et en fait on passe par le courtier de l'agence. Ils ont un courtier intégré et le courtier me dit ok, la BNP est plutôt encline à te suivre. Mais bon, ils veulent te rencontrer forcément. Donc je me dis j'y vais seul, pas seul parce que les chiffres c'est quand même pas super mon truc. Et Yvan qui m'accompagne dit non mais vas-y, tu racontes ton histoire et en fait tu vas voir comment ça se passe. Et en fait
C'était hallucinant parce que je tombais après sur une conseillère qui était vraiment géniale et elle était complètement embarquée dans l'histoire que je lui racontais. Elle trouvait que tout était bien positionné, que j'étais extrêmement bien accompagné aussi. Ouais. En fait, c'est ça aussi Parce qu'il y a qui, c'est quoi l'attelage justement? Alors là, on a vu que juste il y a un truc qui est intéressant à ce stade de l'histoire, c'est aussi de se dire, et je pense aux gens qui ont envie d'entreprendre et aux porteurs de projets, à ceux qui ont un rêve comme ça, qui dure et qui s'installe. Le truc de j'en parle, le truc de je m'expose, je vais voir, et finalement ça oblige. C'est un vrai truc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie, qui ont un rêve, qui pensent et qui le réservent à leur petite intimité sauf que quand on commence, comme tu le dis, à en parler autour de toi, à un moment, on se met le dos au mur, on se dit, mais là, il faut que j'y aille parce que je vais passer pour, Ouais, et au-delà de ça, c'est-à-dire que tu te pousses aussi, mais en même temps, tu rencontres des gens. Et en fait, tu rencontres des gens qui finissent par aussi t'aider, t'accompagner. Ouais. Donc, c'est-à-dire que quand je vais voir la banque, je lui dis, voilà, j'ai quasi un directeur financier avec moi. J'ai une agence de transactions immobilières qui m'aide là-dessus. Ouais. J'ai Moulin Bourgeois, un meunier, chez qui j'ai déjà fait des stages, en fait, qui sont prêts à m'accompagner et à prêter aussi un peu d'argent. J'ai voilà en fait et donc dans ton sillage la fille en fait elle se dit ok, le mec c'est vrai qu'il est un peu il est néophyte dans ce qu'il fait, mais il a un peu une idée de là où il a envie d'aller et il est pas seul. Il est pas seul, son histoire elle a l'air plutôt bien construite. Ok, on tente. Après c'est toujours un pari, hein, c'est un risque, mais ça a marché pour ça quoi. Décris-moi, donne-nous cette date et décris-moi ce jour où les portes s'ouvrent. Le 3 novembre 2022. Donc là, c'est un peu l'excitation, un peu le chaos, parce qu'en fait, j'avais oublié des trucs tout bêtes. Enfin, j'avais oublié de commander le TPE. Donc, on n'avait pas de TPE. Donc, en urgence, Thomas, mon compagnon, va chercher un sum up. J'avais pas de monnaie. Enfin, bon, voilà, j'ai pas pensé à ça. Le truc... pour moi, j'avais pensé à plein d'autres choses, mais ça, j'y avais pas pensé, quoi. Et t'as de l'argent pour la monnaie? Ah, non, Donc, on ouvre et on se dit, on va voir, hein, ça va être le baptême du feu, quoi. Attends, mais pardon, mais là, t'es derrière ton comptoir, donc? Moi, je suis derrière mon comptoir. J'ai recruté une petite équipe avec un boulanger, un pâtissier, une cuisinière. On est 2 en vente. Pas rien quand même là. Pour quelqu'un qui déteste le monde de l'entreprise, tu démarres et il y a quand même déjà un staff, on est 5-6 quoi. Ouais. Voilà. On bosse vraiment comme des dingues. On a une gamme, quand je revois les photos de ce qu'on avait sur le comptoir, c'était quand même il y avait pas grand-chose, mais finalement on a un peu étiré les trucs, on les a un peu étalés, donc et en fait tout de suite ça marche bien. C'est vrai qu'on a fait le lieu il est chouette parce qu'en fait on est vraiment au cœur du village, donc les gens il y avait cette boulangerie qui était pas investie, pas comme elle aurait dû. Là, tout à coup, quelqu'un qui ouvre une boulangerie, c'est joli. Il y a des beaux rideaux orangés à l'intérieur, c'est sympa, c'est clair, c'est lumineux, ça sent la Méditerranée, quoi. Voilà, c'est donc du coup, ça donne un peu le sourire. On a des super beaux pains qui sont mis pile devant. Voilà, on a des belles viennoiseries. Tout ça fait envie. On a 2-3 petites pâtisseries. On a du salé sympa. C'est-à-dire que moi. L'angoisse absolue dans une boulangerie, c'est quand tu rentres, que tu vois le frigo avec tous les softs industriels, les sandwichs, détrempés avec le plastoc autour et le mauvais jambon et la vieille salade. Donc moi je m'étais dit jamais. Et donc là on a plutôt nos beaux sandwichs avec les pains rala, la focaccia, pas de soft industriel, notre belle machine à café, un café de spécialité. Je travaillais au début justement avec la brûlerie de Ten Bells. Donc voilà, on fait les choses bien et on travaille avec un meunier en farine bio. Voilà, je sais à peu près là où je veux aller, et en fait tout de suite on voit que ça prend. Les gens en fait ils sont contents, mais il y a une sorte aussi de joie en fait, juste comme si on réilluminait le quartier un peu aussi. Il y a cet aspect-là qui était assez sympa et qui nous a vachement porté. Donc les clients nous ont énormément porté au début, quoi. C'est intéressant à prendre en compte, je pense même dès le début de l'histoire, en fait, dès qu'on commence à avoir la vision, à se dire qu'est-ce qu'on a envie d'imprimer, quelle note on a envie de transmettre, quelle lumière on a envie d'envoyer à l'endroit où on va, au-delà même de ce qu'on va produire. C'est ça, complètement. D'ailleurs, je pense que, en fait, pour moi, presque on n'en parle pas de ce qu'on va produire. C'est un espèce de prérequis indispensable. C'est-à-dire faire du pain, il sera bon. C'est du bon pain, il est là. Par contre, tout ce qu'il y a autour, ça,
j'ai le choix de faire appel à un agenceur et d'avoir un truc, tu vois, en faux corian blanc avec, Arrête, tu vois, c'est le carrelage noir, ennuis, ça. et ou alors de faire appel à une architecte qui a jamais fait de boulangerie et qui nous fait un truc vraiment sympa et que je travaille avec elle. Et j'ai une pote qui fait des fleurs séchées et qui nous fait tout un mur de fleurs séchées. Et avec, on fait appel aussi à une agence de mise en scène lumineuse. Vraiment, pareil, quoi, le truc essentiel. C'est-à-dire qu'on a un endroit qui est très lumineux, mais eux, ils travaillent sur la scénographie lumineuse et du coup, t'as l'impression que c'est baigné de lumière toute la journée, quoi. Ouais. Donc, voilà, il y a plein de points comme ça. On met de la musique tout de suite. Moi, je dis, voilà, on veut un accueil hyper chaleureux, vivant. On reconnaît les clients, on leur explique notre histoire, le pain. Ça, Bon. tu le transmets à tes équipes Ah dès bah le ouais. début, tu dis, Ah bah je ça, veux que ce c'est- soit. Bah ça, c'est le truc essentiel et sur laquelle vraiment je suis ultra exigeant. Et j'ai passé 1 an et demi vraiment à la caisse en vente pour découvrir qui étaient mes clients, et ça a été la meilleure, Ouais. la Ça, c'est un meilleure truc chose que que j'ai tu faite. conseilles. Ouais. Ah bah ouais. Il faut avoir cette notion, ce contact. Ce contact, moi je dis surtout le piège à éviter, c'est faut surtout pas se mettre en prod, parce Ouais. qu'en fait t'es isolé Ouais, t'es un sous-marin. dans ton Dans ton labo, ouais. et en fait t'es au contact de personnes, tu comprends rien, t'es épuisé. Là t'es avec tes clients, t'es épuisé, mais tu comprends chaque jour en fait ce qui se passe, ce qu'ils veulent, là où toi t'es bon, là où t'es pas bon, ce que tu peux améliorer, et donc t'avances hyper vite, quoi. Quelles ont été les erreurs que tu as commises et ou les terrains sur lesquels tu dis, putain, ça, si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça, ou j'aurais pu gagner 2 mois, 3 mois, j'aurais tout de suite shorté pour aller vers un truc. Après c'est plus sur moi, ma place, en fait, au début, j'étais un peu dans le contrôle de tout, mais je pense que peut-être quand tu commences, c'est un peu normal. Et en fait, je me suis rendu compte après que j'étais un peu trop dans le contrôle et que finalement, je laissais pas toujours, tu vois, la place aux autres. Donc, Il est chiant aujourd'hui, non? ouais. Chiant, ouais. Parce qu'en fait, j'avais cette idée tellement précise de ce que je voulais, en fait, il y avait presque comme l'idée presque d'en faire une sorte de théâtre aussi, quoi, tu vois, d'une espèce de scène permanente où je savais exactement comment je voulais que les gens soient accueillis, Ouais. tu vois, comment étaient positionnés les trucs. Et à un moment, tu dois lâcher parce que sinon tu deviens complètement Mais c'est barjot. intéressant. Et accepter donc que ce soit pas exactement comme. Et après, en fait, donc au début, tu râles un peu parce que tu dis, ah, mais ils font pas Mm. comme je voudrais. Mais c'est parce qu'en fait, t'es trop là. Donc, mais en même temps, c'était important d'être un peu trop là au de début. donner une forme de cadre. Et de cap. ensuite d'être vraiment derrière. Et aujourd'hui, c'est vrai que 3 ans après, du coup, je suis plus du tout au même endroit, et donc je suis pas sûr que j'aurais gagné du temps parce que moi, ça m'a appris aussi sur moi. Ouais. J'ai appris à lâcher, ce qui est pas évident. C'est un peu ton truc de bébé, mais après, quand tu te développes, tu sais que t'as pas le choix, quoi. Les prix, comment tu gères, comment tu les fixes? Est-ce que c'est un truc qui est facile, évident? Est-ce que tu te repères sur ce qui se fait, ou est-ce que c'est des choses qui ont évolué, ou est-ce que très vite t'as su que tu tapais juste? Je fais un espèce d'audit global sur quels sont les prix aux alentours. Mais après, tu regardes aussi toi qui t'es, qu'est-ce que tu proposes. Et comme je travaille donc avec Yvan sur justement tous ces tableaux financiers de marge, Ouais. donc en fait, on les établit aussi par rapport à ça, quoi. C'est-à-dire le coût des matières. Mais j'imagine ce que les que matières, tu- tu fais gaffe. Ah ben ouais, c'est- Forcément, donc tu dois avoir un coût matière T'as qui, ton par coût matière. rapport peut-être à la boulangerie d'avant, ou un truc un peu lambda qui est un petit peu plus élevé. Complètement, ouais, ça Donc, c'est sûr. Comment tu composes quand tu fais le choix d'avoir un coût matière qui est plus élevé que la moyenne? Ça, en fait, je m'étais quand même un peu renseigné. On m'avait dit, voilà, Montrouge, c'est quand même une population de gens. Ok, c'est donc SP+. il faut un bassin capable de. Voilà, donc Ok. je pense que ça, ils vont l'absorber. Des gens curieux, j'avais été voir à droite à gauche, j'avais demandé. Mais après, il y a une réalité. Ouais. Mais en fait, ce que j'ai perçu, ensuite, c'est que les gens, alors ça marche pour la boulangerie, ça marcherait pas pour tout, mais quand tu les amènes dans un univers cohérent, je dirais presque, je pense qu'ils regardent pas les prix, quoi. C'est-à-dire que ils viennent, en fait, tout est bien à sa place, Juste. tout est juste. Donc en fait, ils me le disent de temps en temps. Ouais, c'est vrai qu'on dépense pas mal d'argent chez toi, mais en même temps, ils reviennent. Et en même temps, il n'y a pas de critique par rapport à ça. C'est plus parfois des boutades. Donc en fait, c'est cette cohérence-là. Tu leur proposes un bel environnement, un bel accueil, des beaux produits. Tu t'excuses quand tu t'es planté parce que c'est quand même de la matière vivante et ça arrive. Tu leur offres quelque chose. Enfin voilà, j'apprends aussi ça à mes équipes. En fait, c'est OK, quoi. Ouais. Parce que l'erreur, elle est vraiment humaine. Après, c'est pas tous les jours. Mais l'erreur arrive. Donc, tu vois, d'en faire une force, quoi, finalement.
Ok, il y a un positionnement que les gens acceptent, ils adhèrent et finalement le prix n'est plus le sujet. Je me posais la question aussi par rapport au spectre de ce que tu proposes. On se parlait de salé, ça avait une importance pour toi aussi qu'il y ait cette offre-là. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet, je trouve, parce que finalement vous êtes devenu une alternative. Les boulangers qui justement vont sur ce terrain-là, à la table du midi, au ticket moyen qu'on pouvait trouver dans des restos du coin. Et je défends pas forcément une restauration qui est capable de produire un menu à 12 balles parce que je vois pas comment c'est possible, ou 15 balles. Ça me paraît très compliqué. Mais en tout cas, vous êtes devenu acteur de ce milieu, de ce temps de la journée, très clairement. Exactement. Et c'est en fait, je pense que j'ai conçu ça un peu de manière un peu instinctive et inconsciente au début. Et après, je l'ai analysé. Et en fait, je me suis rendu compte que vraiment, on revient quand même à cette base de boulangerie. Pour moi, je pense que, c'est hyper important d'être identifié comme une boulangerie avant tout. Tu veux dire que t'as pas de Pokéball à midi? Non, j'ai pas de Pokéball, mais je pourrais en avoir. Mais tu vois ce que je veux dire, un Pokéball Méditerranéen, je suis pas allé là-dessus, mais je veux dire, c'est identifié comme boulangerie, parce qu'en fait, c'est un peu le cœur du réacteur. C'est-à-dire, c'est ce qui fait que, en fait, t'as aussi, économiquement, t'as un trafic hyper régulier. Même une pâtisserie seule, elle a pas le même trafic que ça, quoi. Donc, en fait, t'as ta boulangerie. Puis finalement, si à côté de ça, tu te dis, je vais faire une super belle viennoiserie, mais vraiment une viennoiserie top. Je sais pas si tu as vu, on a un feuilletage de dingue, on travaille avec des super bons beurres. Ensuite, à côté de ça, tu vas travailler une jolie pâtisserie, mais on se prend pas pour ce qu'on n'est pas. Donc, en fait, on fait une jolie pâtisserie qui est bien positionnée, mais il y a plus créatif ailleurs, il y a beaucoup plus sophistiqué, mais en même temps, elle répond à une attente du quotidien. Tu y mets en fait un aspect un peu coffee shop. Bon, c'est le terme un peu à la mode en ce moment, mais c'est une réalité aussi. On fait un chocolat chaud maison, on a des thés bio et on a un café de spécialité, qui est fait pour nous. Et puis tu fais une offre salée qui est pas donc le vieux sandwich dans son plastique avec la canette de Coca, mais qui est sur des jolis plateaux, qui t'attend et ensuite il est emballé au moment avec un jus artisanal. Tu fais des plats ou pas du tout? Et on a un peu évolué où justement on a fait rentrer un peu cette idée du plat et on voit jusqu'où on peut aller aussi aujourd'hui. Et en fait, tu te rends compte que finalement, t'es une boulangerie, t'es un salon de thé, t'es un coffee shop et t'es une sorte de cantine. Donc quand tu vois ça, tu te dis économiquement aussi, ça a un intérêt parce qu'en fait, t'arrives à prendre des gens qui venaient pas chez toi et donc t'as une clientèle qui est à la fois une clientèle locale, une clientèle touristique. Alors à Montrouge, étonnant, mais on a énormément de touristes. Airbnb, mais énormément. Comme en plus une bonne note, sur Google, du coup ils viennent là. Et le bureau. Donc vous êtes une sorte de trilogie comme ça de clients. C'est parfait, quoi. Tu vois, tu dépends pas juste. T'es pas dans le truc où t'as des quartiers qui dépendent que d'une entreprise à côté de chez eux et quand ils s'en vont, c'est la cata, quoi. Mais tu vois, c'est un truc qui définit les 5-10 dernières années pour les précurseurs, mais la boulangerie, en allant sur ce terrain-là, du petit plat, du petit snacking, elle a trouvé une position médiane à l'heure du déjeuner notamment pour répondre à celui qui veut aller vite, celui qui veut manger bien, mais celui qui a pas forcément envie d'aller dans un prétendu restaurant qui va servir un mauvais plat à 12 balles. Ouais, c'est ça, exactement. Mais du coup, vous avez catalysé vraiment une part de marché et c'est une lame de fond parce que ça va s'installer cette histoire, cette manière de. Il y a un vrai potentiel de développement. Parce que ici à Montrouge, on a des bureaux, mais pas trop. Donc en fait, on a une offre qui est un petit peu plus réduite, mais qui est plutôt dans l'esprit de la boulangerie, de ce qu'on imagine. Donc en fait, tu vois, on a une pisse saladière, on a des belles tartes, on a des super belles quiches, des sandwichs. Place ailleurs, tu pourrais ouvrir un peu le spectre. Et en fait, comme on a ouvert donc une deuxième boulangerie, là, qui est beaucoup plus grande dans le 8e, et là, en fait, on a des pâtes, on fait de la caponata, on a servi des plats aussi, on fait des tartinables. Et en fait, les gens, ça veut dire que finalement, où normalement, ils viendraient qu'un jour sur 2 ou un jour sur 3, parce qu'en fait, t'adores les sandwichs, mais peut-être pas tous les jours. Le lendemain, tu dis, tiens, je peux te faire une caponata avec une soupe. Le lendemain, je peux me faire une tarte avec un petit tartinable avec du bon pain. Enfin, tu vois. Et donc, ça veut dire que tu reviens tout le temps. Ah, mais en plus, je peux prendre un super bon café. Je reviens. J'achète mon pain. Ok, je le prends là. Enfin, tu vois. Et donc, tout est un peu dans ce sens-là, quoi. Le 8e, autre délire quand même, parce que Montrouge 8e, c'est pas le même truc. Pourquoi le 8e? Pourquoi tu te lances là-bas? C'était pas une volonté du tout, c'est parce que idée de se développer. Sympa le 8e. C'est 8e, 17e, on est vraiment à la frontière, on est boulevard de Courcelles, et qui adresse 8e, mais on fait face au 17e, donc on est un peu entre les deux. Mais l'idée, c'était de se développer, j'avais envie, au bout d'un moment, j'ai envie de challenge, je m'ennuie, et puis je trouve qu'il y a un vrai truc à développer, je sens que
on a quand même réussi à capter quelque chose qui fonctionne, qui fait plaisir aux gens. Donc, pourquoi pas essayer d'aller un peu plus loin. Et c'est quoi? C'est l'occasion, un local qui fait qu'on y va? Ouais, du coup, je retravaille avec cette agence avec laquelle je bosse. Et donc, ils me présentent plein de choses. Bon, voilà, on y va. Mais moi, je commence à me dire, c'est quoi, en fait, mon ADN? C'est le mot un peu market du moment. C'est quoi mon marqueur? Qu'est-ce qui fait qu'on est un peu différent ou singulier, quoi? Parce qu'en fait, je trouve que c'est ça qui est important. Bien sûr. En fait, c'est de se dire, ben voilà, c'est une boulangerie d'angle. Bon, ça, c'est un peu lambda, mais c'est vrai que ça marche. Lumineuse, avec de la place à l'intérieur, à l'extérieur pour pouvoir accueillir les gens. Parce qu'à Montrouge, on a 15 places à l'intérieur et 20-25 à l'extérieur. C'est énorme. Et du coup, c'est de se dire, bah tiens, on va chercher un lieu un peu dans cet esprit-là. Et finalement, il y a une opportunité dans le 8e d'une boulangerie qui est fermée depuis 1 an et demi, qui a appartenu avant, pendant 10 ans, à Alain Ducasse, c'était Biboulangerie. Après, qui est passé entre les mains, voilà, d'autres personnes. Et puis, c'était fermé depuis 1 an et demi, je sais pas, des problèmes, on sait pas trop quoi. Opportunité aussi économique, parce que finalement, pas de fonds de commerce à racheter. J'aurais pas eu, je pense, les reins suffisamment solides pour un montant tel là-bas. Donc, il y a une opportunité et d'un lieu vraiment incroyable, différent de celui-là, mais quand même dans l'esprit boulangerie d'angle, très lumineuse, plein de baies vitrées partout, une 30aine de places à l'intérieur, une 15aine à l'extérieur, sur un joli boulevard avec l'église orthodoxe juste derrière. Enfin, voilà. Et du coup, je me suis dit, on y va, on lance et puis on verra comment ça se passe, quoi. Si on tire un trait, aujourd'hui, on a ces 2 adresses, on a cette marque. C'est un mot qui est pas forcément très agréable, mais qui s'installe, qui se dessine. Un univers, en tout cas. Cette proposition, un univers, c'est plus joli, exact. Qu'est-ce que tu retires de tout ça? Qu'est-ce que tu te dis de tout ça? Et surtout, vers où ça t'emmène? Parce qu'on a compris que t'es pas du genre à rester sur ta chaise. Tu sais qu'il va encore faire. Qu'est-ce qu'il va encore nous faire? Les choses, en plus, c'est marrant parce que les choses se précisent. C'est-à-dire que je travaille à chaque fois, j'essaie de comprendre un peu. Tu vois, des choses, des fois, se font à rebours. C'est-à-dire que toi, tu peux avoir tout ton concept avant de l'ouvrir, déjà tout déroulé. Moi, j'avais quand même une partie, un truc assez fort. Mais au fil du temps, t'affines un peu ton propos. Tu te dis, ça, c'est la bonne direction. Je veux aller vers là et je veux continuer. Et en fait, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire, la boulangerie, c'est quand même le cœur de cette France, qui vibre. Mais qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? C'est quoi une boulangerie? En fait, il y a 1000 boulangeries différentes. Et moi, elle ressemble un peu à la boulangerie dans laquelle j'aimerais rentrer, qui devient un lieu hybride, en même temps un lieu vivant, un lieu qui ressemble pas à tous les autres, où je mets moi, là pour le coup pareil c'est subjectif, elle ressemble à ce que moi j'aime, donc il y a peut-être des gens qui vont pas aimer, mais qui est avec aussi cette idée de chaleur, de convivialité. Et tu vois, par exemple, en fait ici les gens se servent, ils vont chercher leur couteau, leur fourchette, leur verre, tout est, c'est avec des belles assiettes qu'on chine et tout. Et on s'était dit, tiens, comment ça va se passer dans le 8e, 17e, avec une clientèle, on va dire, allez, un peu différente. Et en fait, ils adorent. Ils s'approprient le truc. C'est une manière de s'approprier le lieu. Ouais, aussi, ils s'approprient le lieu, ils trouvent ça vraiment sympa parce que aussi c'est joli. Ils vont même ramener, parce qu'en fait, on fait pas de service à table, donc ils ramènent leur assiette souvent, la plupart du temps, sur le comptoir, alors qu'on leur a rien demandé. Donc je trouve ça assez cool. Comme à la maison. En fait, comme à la maison. En fait, tu vois, ils ont compris, sans que tu leur expliques, c'est écrit nu. Parce qu'en fait, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on écrit, ramenez votre truc? Et je déteste ce genre de choses. En fait, c'est comme mettre, tu vois, ici, tout est fait maison, le levain et tout. En fait, au bout d'un moment, il n'y a aucun marketing visuel ici à Montrouge. On en a fait un peu plus à Courcelles. Mais en fait, je pense que les gens, ils vont le voir, mais ce qu'il faut, c'est qu'ils l'éprouvent, qu'ils le vivent. Qu'ils le sentent. Qu'ils le sentent, quoi. Trop beau. J'adore l'idée de me dire que t'es parti, t'as employé ce mot, là, du cœur, de ce qu'est le cœur. La boulangerie, c'est le cœur. Et il y a toutes ces références. Cette Méditerranée qui vient, c'est comme si tu avais un peu promené le cœur. Ouais, c'est ça. De la France et que tu l'avais ramené au centre du village, comme au centre du village, parce que en fait, c'est vraiment, c'est un lieu de rencontre, quoi, mais qui n'était peut-être plus, qu'il était peut-être avant et qu'il était plus parce que trop standardisé, et là il s'est nourri sans âme, quoi, et juste d'aller acheter quelque chose. Là il y a effectivement il y a un côté mercantile, bien évidemment, mais il y a aussi un véritable c'est vraiment un lieu de vie, quoi, où il se passe quelque chose, quoi. Et puis c'est nourri de tes références de culture, de voyage. Exactement, le cœur voyageur, c'est ça. Pas mal, merci beaucoup. Avec plaisir. David n'est donc pas boulanger, il n'est pas non plus manager. Chef d'orchestre, ça lui va mieux. Quelqu'un qui ne regarde jamais au même endroit, qui doit être partout à la fois, qui relit, qui écoute et qui, à un moment donné, avec sa baguette, finit par trancher. Et c'est drôle parce que si on remonte le fil, tout était déjà là.
L'enfance passée autour de la table, la nourriture comme langage quotidien, le journalisme comme manière de comprendre, d'appréhender l'autre, et ce besoin d'indépendance constant. Et d'ailleurs, souvent quand on parle de reconversion, on parle de rupture. Or, si l'on creuse, parfois, comme ici avec la boulangerie, on trouve plutôt une forme de synthèse. Pour David, un endroit où le goût, le récit, l'accueil, le rythme, les équipes et les chiffres doivent cohabiter. Et c'est sans doute ça que raconte cet épisode en creux. Entreprendre, c'est pas forcément se réinventer, c'est aligner, c'est s'aligner. Trouver un lieu où ce qu'on est, ce qu'on aime et ce qu'on sait faire peuvent tenir à rimer. Merci à David Batty pour cette parole précise, habitée comme toujours à ce micro sans posture. Merci de me faire cette confiance, merci David de m'avoir raconté cette histoire. Sachez, chers auditeurs, chères auditrices, que je me dis ça après chaque interview, c'est une chance inouïe de rencontrer ainsi des personnalités qui me livrent parfois ce qu'elles ont de plus personnel avec une telle gentillesse et encore une fois, une telle confiance. Bon, et puis là, je vous l'avoue, je suis reparti les bras chargés de pain et de viennoiserie, et franchement, rien ne m'oblige à vous en parler, mais c'était un strike à chaque bouchée. Le pain était parfait, il y a aussi une sorte de feuilleté là avec un insert caramel façon crème fondante qui mérite à lui seul qu'on pousse la porte. Mais bon, peut-être que c'est une Madeleine de Proust aussi, il y avait cette tropézienne, le flan aussi, bon bref. Franchement, allez faire un tour. Merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode. Allez vous régaler chez David à la boulangerie méditerranéenne donc, ou chez vos artisans préférés. C'est le week-end, faut en profiter. Vous le savez, on se retrouve chaque vendredi pour Chef d'entreprise pour découvrir de nouvelles trajectoires dans la gastronomie. Alors abonnez-vous au podcast Chef, mettez-nous une note sur votre plateforme et on se retrouve très vite. Salut!